que je refuse de vivre dans l'errance et la prostitution spirituelle. Parce que je sais que je n'obtiendrai jamais la bénédiction divine en piétinant la mémoire de mes ancêtres. Parce que mes ancêtres, qui sont mes grands-grands-grands-parents, ne peuvent que m'aimer et me protéger. Je participe à la construction du temple ancestral de Mukadilomuya. Yes, je participe. Je participe. Je participe. Elle participe, hein? Oui, on participe. Of course, I donate. Bien sûr, je participe. Yes, I donate. I donate. Il faut participer à la construction du temple ancestral du Mukadilomuya. Je participe. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. Unity is our aim. Victory is our destiny. Bonjour chers téléspectateurs, nous vous remercions encore une fois de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Afro Lumière. Afro Lumière, votre émission qui aborde des thèmes afro-centrés avec des personnes ressources. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de deux afrocentriques panafricanistes que vous allez redécouvrir avec nous tout de suite. À notre gauche, Monsieur Yamba Yamba, et à notre droite, Monsieur Yamba Kadio. Monsieur Yamba Kadio. Lui, il est Yamba Yamba. Moi, Yamba Kadio. Nous avons donc deux homonymes panafricanistes et afrocentrés sur notre plateau. La première question s'adresse à Monsieur Yamba Yamba. Monsieur Yamba Yamba, Frantz Fanon a parlé de l'Afrique comme un revolver dont la gâchette se trouverait en RDC. Quel est votre avis sur cette déclaration et pourquoi? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est vrai que l'Afrique, notre continent, est resté le continent problématique par excellence. Et pourtant, cette Afrique a été prospère, détruite complètement par des envahisseurs. Il faut reconnaître que l'Afrique était unique simplement parce qu'il n'y avait pas autant de pays comme aujourd'hui. Mais elle a été saucissonnée sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique, mais qui visiblement étaient obligés de se partager le butin. Mais dans ce partage du butin, lorsque vous regardez la carte de l'Afrique, il est fondamentalement reconnu que le Congo est au centre. Parce que l'Afrique a 4 régions, a 5 régions. Il y a le nord, vous avez là des pays maghrébins. Vous avez le sud, ce sont des pays qui se trouvent en Afrique australe, l'Afrique du Sud, Botswana, Zambie, Zimbabwe et compagnie. Vous avez l'Afrique de l'Ouest, vous avez le Nigeria, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. À l'Est, vous avez des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, etc. Mais tandis que dans la région du centre, vous avez le Congo-Kinshasa qui du reste est la locomotive, et avec d'autres pays satellitaires qui sont le Gabon, Congo-Brazza, Cameroun, etc. L'Afrique est la gâchette du revolver. Gâchette du revolver parce que, comme disait Frantz Fanon, mais c'est le cœur. Le cœur de l'Afrique. Lorsque l'Afrique veut respirer, l'Afrique véritablement respire par le Congo, qui est au centre. Et c'est comme ça que l'Afrique n'avance pas, n'a pas l'air de décoller, tout simplement parce qu'au centre, là où il y a le cœur, le Congo est à genoux. Et donc, Frantz Fanon n'a pas tort, simplement parce que quand vous regardez par exemple la vie en Afrique australe aujourd'hui, avec l'Afrique du Sud et d'autres pays satellitaires, vous regardez en Afrique du Nord, vous regardez en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, et puis vous regardez la situation en Afrique centrale, le Congo, notre pays, qui est la locomotive, qui est le pays phare, qui est la gâchette, n'a que 40 milliards de dollars.
de produit intérieur brut. À la différence, je termine par là, à la différence d'autres pays, d'autres nations. La moyenne, le montant le moins élevé de tous les locomotives de différentes régions est de 287, c'est l'Éthiopie. Mais le Congo-Kinshasa a 40 milliards. Donc, lorsque vous quittez le nord vers le sud, il faut passer par le centre. Il n'y a pas de route, vous venez là-bas très bien. Si vous voulez atteindre le sud, c'est bloqué parce que c'est le Congo. Et lorsque vous venez de l'ouest vers l'est, vous voyagez bien en voiture, vous arrivez au centre, ça ne marche pas. Et donc, nous sommes les Caire. Et l'Afrique ne peut pas décoller si le Congo ne décolle pas. Et donc, le Congo, tant qu'il est à genoux, et donc, il faudrait que l'Afrique fasse tout pour que le Congo soit relevé. Et nous croyons, sincèrement, pour revenir et pour terminer avec la pensée de Franck Kwanon, pour dire, la flamme doit être allumée au Congo. C'est ici au Congo, véritablement, que l'Afrique doit se restaurer. L'Afrique doit se rétablir. Mais écoutez, se rétablir, ce n'est pas par des déclarations, mais c'est aussi par l'internalisation, par n'est-ce pas, la prise en compte de ce que représente la dimension spirituelle qui a fait défaut. Et c'est là justement que nous avons pris la responsabilité avec mon homme qui est ici, avec le croyant Lobolalo Ilondo, ensemble, pour que nous puissions relever le vrai défi qui consiste à mettre debout le Congo et à restaurer la conscience historique, à rétablir l'identité culturelle et à retravailler notre dimension spirituelle pour que demain, la spiritualité authentique soit notre boussole qui nous permette de faire avancer les choses. C'est à ce prix, alors réellement à ce prix, que l'Afrique va relever le défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci, M. Yamba Yamba. Même question pour M. Kadiombo, votre avis sur la pensée de France Fanon. Merci pour tous ceux qui nous suivent, des téléspectateurs afrocentristes. Sachez que l'afrocentrisme va devenir comme le parti était à l'époque de Mobutu, qui disait Olinga Olingate, au Botami Impère. C'est là où nous allons. Pourquoi Fanon parle du revolver? La première réalité, c'est la forme de l'Afrique. Quand vous prenez cette Afrique, vous renversez, vous faites déjà un revolver. Et le revolver a comme gâchette au centre, et c'est le pouce qui agite. Oui, tout ça. C'est l'index. Hein? Bon, je ne suis pas français quand même, l'index. Alors, pour comprendre que la gâchette s'étouffe ici chez nous, ça s'est déjà fait une fois. Il suffit de mal gérer la République démocratique du Congo sur le plan géostratégie, spirituel, et puis sur tout le plan pour que le monde embrase. La guerre mondiale avec Nagasaki, Hiroshima, c'est parce qu'on avait poussé sur la gâchette ici, avec l'uranium de Shinkolomwe au Katanga. Et aujourd'hui, les États-Unis, comme la Russie, comme la Corée du Nord, la Chine, tout le monde ne jure que par la RDC. Et on est en train de se dire, nous allons punir exemplairement celui qui va vendre l'uranium de la RDC. Parce que c'est la RDC qui est la gâchette. Un. De deux, les Congolais eux-mêmes ne voient pas cette gâchette parce qu'ils apprennent l'histoire d'ailleurs sans apprendre leur propre histoire. Et connaître l'histoire de l'Afrique dont le Congo est un pion majeur. Aujourd'hui, on était en train de négocier afin qu'on puisse dévier les eaux du Congo pour les amener vers le Tchad. Parce qu'on dit que c'est la gâchette qui a tout. Les revolvers, on l'a pourquoi? Pour se sécuriser. Et quand l'ennemi est en face, on pousse la gâchette, on tire, on élimine l'ennemi. L'ennemi du monde aujourd'hui est sur le plan de l'écosystème. L'ennemi est sur le plan de la sécurité. Il y a même des minéraux hautement stratégiques au-delà de l'uranium qui se trouvent ici chez nous. Aujourd'hui, si le monde entier ne veut pas lâcher le Congo, se mouvoir dans l'Afrique avec toute l'Afrique dans sa propre religion, sa propre spiritualité, il y aura un dégât important.
Le Congo aujourd'hui, lorsqu'on veut nous appauvrir davantage, nous empêcher, nous qui avons l'électricité ici, qui alimente l'Afrique du Sud, qui alimente la Zambie, la Tanzanie, tous les pays limitrophes, et nous manquons l'électricité, nous sommes en train de décimer la forêt. Et lorsque nous décimons la forêt, cela veut dire que l'air que les grandes puissances respirent, ils ne l'auront pas. Et ils vont mourir de leur plus belle mort. C'est parce qu'ils ont touché sur la gâchette qui est la RDC. Nous sommes un bébé à choyer, parce que nous sommes une bombe. Nous sommes la gâchette du développement de toute l'Afrique. Essayez de voir l'afrocentricité, ça marche partout. Mais ça ne décolle pas l'Afrique parce que la RDC n'est pas encore en danse. Deux points communs que les téléspectateurs ont retenu de nos deux invités, l'afrocentricité ainsi que la spiritualité. Monsieur Yamayamba, je reviens vers vous. Dans l'une de vos précédentes nombreuses émissions, vous avez traité des intellectuels, certains intellectuels africains en tout cas, d'abrutis fondationnels. Pouvez-vous nous expliquer ce terme et nous dire si vous ne pensez pas qu'il s'agit là d'un terme fort qui peut s'apparenter à une injure? Non. Quand je parle de l'intellectuel africain, je suis dedans. Donc je ne peux pas non plus m'engager à m'insulter. Bien au contraire, je fais un diagnostic qui nous permet véritablement de consolider une conviction pour prendre la boussole. Parce qu'on a trop traîné, parce qu'il n'y a pas eu un bon diagnostic et le redressement ne peut pas se réaliser. Vous savez, c'est Kabeba, que l'Afrique que nous parlons, c'est fuite d'un pays, en fait. C'est fuite d'un pays, vous savez, l'Afrique pharaonique, l'Afrique antique, etc. C'était véritablement le modèle de modèle. Tous les grands qui sont reconnus aujourd'hui savants venaient de chez eux, les Grecs notamment. Vous avez des gens comme Thalès, de Pythagore, d'Hérodote, etc. Platon. Thalès a passé 22 ans dans la cour, Pythagore a passé 30 ans, Platon, etc. Ils sont venus se ressourcer. À l'époque, pour être pharaon, il faut être un avatar, il faut être un érudit, il faut être un savant. Et tout ce qui l'entourait, c'était des élites exceptionnelles, hein, des élites phares. C'est qui, non seulement ils avaient le contact avec le matériel, mais ils étaient en connexion avec les différents ancêtres qui devraient les inspirer pour orienter le monde. Et bien voilà, donc il y a eu colonisation, c'est la première attaque. D'abord l'esclavage. Les gens sont venus, ils ont quitté des milliers de kilomètres, ils sont venus chez nous. Non seulement ils ont détruit l'Égypte antique, qui était véritablement l'Afrique noire, et bien finalement ils sont venus, ils nous ont pris comme des esclaves. On a déporté plus de 800 millions de personnes. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'étonner que voilà, l'Afrique, une forte démographie, etc. On est en train de reconstituer la situation avant le 15e siècle, etc. Et donc, on nous a soumis sous un régime d'esclavagisme, au point où beaucoup de nos compatriotes sont morts, et aujourd'hui, la plupart sont des afro-descendants. Avec la révolution industrielle, ils ont mis en place un autre mode de domination qui était, n'est-ce pas, la colonisation, etc. Aujourd'hui, quand nous parlons de la révolution numérique, voilà, ils viennent avec ce qu'on appelle le néocolonialisme, la mondialisation, la globalisation. Mais entre-temps, quand ils sont venus, je me suis beaucoup, quand ils sont venus, parce que nos émissions sont pédagogiques, ils nous ont dit que nous n'avions rien. Nous sommes sans patrimoine, nous sommes sans intelligence, nous sommes sans sagesse. Toutes les écoles ésotériques de nos ancêtres, parce que chez nous, pour être un gars, et donc on avait la responsabilité qu'on soit entraîné en forêt, qu'on soit intronisé comme un homme digne, capable de transformer son environnement. Alors maintenant, quand ils sont venus avec 4 pièges. Premier piège, c'était la religion. On nous a fait croire que nous n'avions pas de religion. Et pourtant, nous avons même pour ce sont des concepts qui représentent Dieu. Et nous connaissions Dieu avant qu'il n'arrive. Mais nous ont fait croire que
Il n'y a que leur Dieu qui est l'unique Dieu. Il faut passer par la voie de leur Dieu pour que nous puissions véritablement être sauvés. Et nous avons tout oublié notre spiritualité. Nous avons tout oublié notre intuition. Nous avons tout oublié notre capacité de vigilance pour transformer notre environnement. Et un deuxième piège, c'était l'école. Cette école où nous parlons français, je le regrette, mais ça va aller progressivement. Mais c'est une école qui nous donne des enseignements bâtardisés. Où on est là, on ne sait même pas le nom du palmier qui est en face de moi. On est là, on a des arbres, on ne connaît même pas quel est le rôle de l'arbre que nous avons. Et pourtant, quand vous allez dans nos villages, vous avez besoin d'avoir le gibier. Il y a des spécialistes sur des questions d'attrapage de gibier qui vous apprennent comment monter pour devenir chasseur. On ne devient pas le même jour. Ce sont des écoles, ce sont des initiations. L'école que nous allons aujourd'hui, on nous initie pour comprendre comment ça s'est passé l'histoire, comment la géographie, etc. Ce sont des initiations. Il en a de même dans nos écoles. Vous allez chez les Barega, vous allez le Kimbirikit, pour que vous deveniez véritablement un homme qui soit capable de comprendre et de transformer votre environnement. Et alors maintenant, on a amené cette école, où on forme des chômeurs de lutte, où on forme toute une armée de personnes qui ne savent rien faire. Et nous sommes là, c'est un enseignement bâtardisé. Et c'est là justement que nous avons perdu la fondation. Et c'est là que revient le terme abruti fondationnel. Nous sommes des abrutis qui s'ignorent parce que nous n'avons pas de fondation, nous n'avons pas d'enracinement, nous n'avons pas de particularisme, nous n'avons pas de spécificité. Et quand on est là, on peut être docteur 10 fois, on vous donne une responsabilité. On ne peut pas changer le pays. C'est que quelque part, ça nécessite une sorte de spiritualité authentique que nous avons perdu, qui font afin de nous des abrutis fondationnels. Je ne voudrais pas parler des institutions. On a copié. L'Afrique traditionnelle a connu des modes de gestion de la République. Mais nous avons copié la République. Parce que c'est les Français disent, et le gréco-romain, etc. Et tout ça, on a tenté. Ça ne marchait pas. Et pourtant, si on avait interrogé nos ancêtres, on avait interrogé leur mode de gouvernance, on pourrait véritablement théoriser quelque chose qui nous permettrait d'avoir la fondation, d'avoir 2 pieds sur terre et d'avancer dans une sorte de greffon culturel. Ça n'a pas eu lieu. Et je termine par les médias. Nos médias aujourd'hui, regardez les émissions que vous venez de faire. Mais écoutez, combien de médias sont intéressés à la question? Et tout ce qu'on nous montre chaque jour, c'est pour montrer que bon, la civilisation occidentale, c'est une civilisation universelle, c'est cette civilisation. Et maintenant, pour parler, il faut les imiter. Pour rigoler, il faut les imiter. Pour manger, il faut les... J'étais en Indonésie et j'ai terminé par là. Je trouve des personnes sur un monument, ils avaient un jeune homme de 7 ans. Ils sont montés, ils étaient habillés en traditionnel. Et je suis resté pendant longtemps, j'ai entendu, ils sont descendus, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faisiez là? Ils avaient un grand coq. Ils disent, monsieur Yamba, nous sommes là pour aider les jeunes hommes d'entrer en connexion avec nos ancêtres. Parce que grâce à cela, qu'il deviendra un homme dans la société. Vous avez tout perdu. Vous avez copié l'Occident de toutes les manières. Et vous n'avez plus de réflexe d'être en contact avec véritablement vos ancêtres. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand les Américains vous disent ben nous avons fait 4 milliards de kilomètres à l'espace. Aujourd'hui, il y a 60 milliards de planètes. Nous avons trouvé les mondes angéliques. Mais vous croyez vraiment que c'est au laboratoire? Ce sont les fruits d'inspiration, un fruit de connexion. Et Dieu, il a créé les hommes et les femmes. Il a donné des spécificités pour chaque espace. C'est comme ça que vous voyez, même un quartier, il y a un chef. Même une commune, il y a un chef. Un pays, il y a un chef. Et dans chaque espace que Dieu a créé, c'est un vrai architecte. Il y a un messager. Nous qui sommes notre messager dans notre espace en tant que noirs. Et nous avons pris le messager des autres. Nous avons oublié notre messager. Mais ils sont mécontents. Ils sont mécontents. Dès lors que nous ne prenons pas conscience de ça, nous n'avancerons pas. Nous allons rester des abrutis fondationnels. Et donc des manœuvreurs, des roublards, des profiteurs, mais pas des hommes et des femmes qui ont une vision durabiliste, une vision lointaine et qui embarquent le monde pour qu'on avance de manière que nous soyons compétitifs sur le plan international. Je vais enchaîner sur vos propos. Vous ne pensez pas que cet enracinement, ce culte vers les ancêtres
n'a pas permis à l'Afrique d'éviter la colonisation, d'éviter l'esclavage, alors que ceux qui sont en connexion avec leurs ancêtres, les Européens, les Arabes, les Asiatiques en général, arrivent à construire leurs États, leurs nations, et l'Afrique n'arrive pas à se développer. Ne pensez-vous pas que ce soit suicidaire de revenir au culte des ancêtres, de replacer ce pont avec les ancêtres? Non, personne n'est à l'état d'animalité zéro. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à l'état initial. Mais on doit profiter de ça pour construire, n'est-ce pas, la dynamique de notre action. C'est très important. Si vous n'avez pas de recettes, mais c'est autour de ces recettes qu'on théorise pour avoir de nouvelles donnes. Même la démocratie chez les Français au XIIIe siècle, ce n'est pas la démocratie d'aujourd'hui. C'est comme ça que vous avez Première République, Deuxième République, Troisième République, Cinquième aujourd'hui. Et donc nous disons qu'on ne revient pas, on ne fait pas un retour, mais on fait un recours. Mais qu'on ait la fondation. Nous devons apporter quelque chose sur le plan international. Aujourd'hui, nous ne parlons Norbert, Christophe, José, mais ce sont des ancêtres d'autrui. Et alors maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas, même le nom des enfants, même tout ce que nous faisons. Donc nous n'allons pas revenir véritablement textuellement à ce que faisons nos ancêtres, mais nous allons prendre ça et nous allons théoriser. Cependant, vous dites que bon, nos ancêtres n'ont pas pu résister. Attention, le monde est évolutif. L'Africain, comme disait le professeur Bansang, a un cerveau plastique, tandis que l'Occident a un cerveau cartésien. Plastique pour nous, ça nous donne à l'harmonie. Plastique pour nous, ça nous donne à la solidarité. Plastique pour nous, ça nous donne la capacité, l'altruisme de recevoir les gens, de vivre avec les gens. Nous ne sommes pas là pour véritablement attaquer les gens. Et nous avons été victimes de notre solidarité. Lorsque nous avons réussi les étrangers, et les étrangers en ont profité parce qu'ils ont trouvé véritablement que nous avions des ressources. Quand cela ne tienne, le monde est évolutif. Vous savez que même les Occidentaux, lorsque vous revenez au 5e, 4e, 5e, 7e siècle, ce sont les Arabes, ils les ont esclavagisés. Ils ont été esclavagisés. Et donc l'esclavagisation, l'esclavagisme, ça commence de quand? Lorsque ces gens sont arrivés. Vous savez qu'au 12e siècle, les Maliens sont allés, ils ont été les premiers, les chercheurs maliens, les explorateurs maliens ont découvert l'Amérique avant que Christophe Colomb n'arrive. Nous étions très avancés. Nous avions même une charte mondiale, une charte que nous avons créée, de 44 articles, les chartes des droits de l'homme dont on parle aujourd'hui. Nous avons été à la base de la création de tables, comme on a dit, de la table, la table qu'on utilise de mathématiques ici, la table d'ordinateur. Oui, la table d'ordinateur. Hein. Ah oui. Et la tablette. Il y a 37 maintenant. C'est à Chango, l'os de Chango, à l'est de la République. Mais, croyez-moi, c'est une dynamique. Nous avons aussi dominé les autres. C'est comme ça que vous avez vu à un moment donné, les Joseph, etc., venir en Égypte. Et c'était sous notre domination. Bon, voilà. Et le cycle, c'est 5 siècles, tout au plus. Et voilà, nous avons terminé. Mais nous, au moins, nous avons pris conscience que voilà, nous avons été piégés dans ça. Aujourd'hui, nous nous organisons avec votre génération, avec les générations de nos enfants, pour que demain ne soit pas comme aujourd'hui. De manière que nous puissions comprendre que si l'Asie, vous l'avez dit, l'Asie aussi a été colonisée, ne vous en faites pas. Les Chinois sont arrivés à s'en débarrasser lorsqu'il y a eu une révolution culturelle en 1949. Ils ont commencé en 1929. Et par rapport à cette révolution, ils ont chassé les imams, ils ont chassé les pasteurs, ils ont chassé les prêtres. Parce qu'effectivement, c'est là la religion qu'on va vous dire, écoutez, Dieu c'est respecté, quand on te frappe 77 fois, il faut donner l'autre jour pour qu'on te frappe davantage, etc. Non, ces choses-là, les gens ont compris, c'est comme ça que l'Asie est en train de remonter. C'est comme ça qu'à un moment donné, même les Occidentaux ne veulent plus parler de l'Asie, simplement parce qu'ils ont découvert l'Occident. Aujourd'hui, ils le regrettent. Ils disent, mais les Asiatiques ont découvert un modèle. Un autre modèle en dehors de l'autre, parce qu'ils ont toujours considéré que leur modèle, leur civilisation est universelle. Il n'y a jamais une civilisation universelle. Il y a toujours des sciences qui apparaissent comme universelles, mais pas de civilisation. Chaque espace
a sa civilisation et chaque espace doit apporter quelque chose dans la définition de l'ordre international. Nous y sommes, nous sommes en train de faire le diagnostic. C'est vrai que quand on parle de ces choses, beaucoup de pseudo-intellectuels politisés vont dire mais oh, ils sont devenus fous, Kadiombo, Yamba, etc. Ce sont des fous, ils ne comprennent rien. Ce sont des abrutis fondationnels, on va les récupérer. On va les récupérer d'un moment à l'autre parce que nous croyons que c'est la seule voie. Combien de fois nous faisons les élections? Et puis après les élections, il y a toujours des guerres. Après les élections, il n'y a rien. Combien de fois nous avons eu des docteurs à la tête de la République en gérant les institutions? C'est zéro. Alors on ne peut pas se poser de questions quand on veut monter, cueillir les fruits. Vous utilisez l'échelle. Si vous n'y arrivez pas, il faut chercher une autre échelle. La nouvelle échelle que nous sommes en train de rechercher, encore que nous allons la construire ensemble. Ok, chers téléspectateurs, ces intellectuels auxquels fait allusion M. Yamba Yamba auront peut-être un droit de réponse. Nous passons à la question suivante et nous allons vers M. Kadiombo. Mais avec toute votre philosophie afro-centrée, spiritualité africaine, coutume, etc., est-ce que vous n'êtes pas des sorciers? Quelle différence faites-vous entre sorcellerie et coutume, sorcellerie et tradition? Un sorcier, c'est un jeteur de sorts. Il jette un sort. Le plus grand sorcier, c'est Dieu lui-même qu'on a sens. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, je voudrais avoir la bonne santé, et le lendemain on dit j'ai la bonne santé, c'est-à-dire que Jésus t'a jeté un sort. Bon ou mauvais. C'est ça être sorcier. La sorcellerie, c'est une dimension spirituelle insaisissable par l'humain abruti. L'abruti, c'est celui à qui on donne une fausse connaissance pour vrai, et lui, d'une manière volontaire, l'assimile et veut la transmettre. Comme dans notre domaine de droit. On a pris des éminents professeurs de droit, ils sont allés en France, on les met sur des banquettes, par des petits blancs comme ça, et ils disent, allez dire à vos noirs là-bas qu'aujourd'hui, il faut respecter les enfants, ils ont leurs droits. Et ils arrivent ici, ils disent les droits des enfants. Mais chez nous, dans l'afrocentricité, nous disons l'enfant a des droits et des devoirs. Voilà la différence. L'abruti va vous parler des droits des enfants, ignorant qu'il y a les devoirs des enfants. Et donc, la sorcellerie, que ce terme ne vous effraie pas. Si on a, pour les chrétiens qui stigmatisent souvent sur ce terme là-bas, c'est-à-dire, lorsqu'on est au-delà, j'avais expliqué par un cadre beaucoup plus simple. On dit, moi je ne peux pas aller chez un devin, les noirs sont comme ça, ils vont prendre une bassine, ils mettent de l'eau, ils invoquent les esprits, et puis vous voyez les visages apparaître du voleur qui vous a soutiré de l'argent, ou alors de votre ancêtre qui vient dans l'eau et vous parlez avec lui. Le blanc va prendre la technologie africaine, il met un carcan avec des pièces qu'on appelle des condensateurs et tout le reste. Vous poussez sur un bouton, l'électricité de Ying arrive, entre là-dedans. Vous voyez quelqu'un des États-Unis là-dedans, ils applaudissent. Mais c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, eux-mêmes sont des abrutis. Ils ne comprennent rien de tout ça. On prend quelques feuillages, celui qui est malade, qui a le palu, on fait une mélange de tisane, on lui donne pour breuvage, afin de guérir le mot de paludisme. Il y a un frère qui vient, non, il ne faut pas prendre ça, non, ça, sans effet, sans effet. Et puis il commence un langage qui n'est même pas linguistique, roboboko, shirekoro, qui ne dit rien. Le blanc, il observe, il prend ces mêmes feuillages rassemblés, il ramène en Europe, il prend la farine de manioc, il fout la substance là-dedans, on sèche, on amène sous forme de comprimé, il dit, oh Jésus, guéris-moi. Il avale. Il est fou, il est malade. La sorcellerie qu'il refuse ici, il accepte de l'autre côté. Regardez. On dit, il est de la franc-maçonnerie. Amen, au nom de Jésus, il faut l'éliminer. Voilà comment on nous abrutit. Hein? Après, le pasteur à la fin, il dit pour aider les œuvres du Seigneur, que celui qui a 1000 $ amène ça. On amène les billets de 100 $ avec la pyramide et l'œil du connaisseur, avec les mentions de la franc-maçon, il empoche. Là, ce n'est pas sorcier.
Mais un franc-maçon physique qui vient lui parler, il est sorcier. Son argent n'est pas sorcier. Et quand il empoche, il sort, il démarre une Jeep Prado. C'est écrit Toyota en japonais. C'est-à-dire, il roule bouddhisme, il empoche franc-maçon, et tu vois, cela veut dire, lorsqu'on n'est pas capable d'appréhender certaines dimensions de pensée, les noirs qu'on a abrutis recourent à ce terme. Parce qu'il n'est pas capable de faire ce que vous faites, il n'est pas capable d'expliquer ce que vous avez compris. Il dit, vous êtes sorciers. Et même l'afrocentrisme que nous prenons, rassurez-vous, l'église du réveil va devoir dire la même chose. Pour terminer mon petit propos, ces mêmes gens, ils se battent entre eux. Les musulmans vont vous dire, et les gens qui sont de l'autre côté sont des mécréants. Les chrétiens vont dire, non, ce sont des occultistes. Ils ne citent pas Jésus. Entre eux, ils ne sont même pas d'accord. Et vous entrez même dans le christianisme lui-même, vous trouvez les catholiques différents des méthodistes différents des amènes différents des orthodoxes. Donc ils sont scindés, ils ne sont même sûrs de rien. Ça, c'est le résultat des abrutis. Parce qu'ils ne comprennent rien, ils ne maîtrisent rien. Tu disais même quoi? Mais vous-même, comment vous définiriez-vous? Chrétien, musulman, équiste, bouddhiste, spiritualiste, mais c'est assez vague. Et qu'aucun, vous êtes... Où peut-on vous classer? Vous me Quelle classez... est votre religion, si on peut le dire? Une religion, c'est un attachement. Alors que Kadjombo est attaché à la culture africaine authentique. La meilleure, la vraie, la pure. C'est votre point de vue qui ne serait pas nécessaire. Ce n'est pas un point de vue parce que j'ai vu ça. Un point de vue ne réside qu'au niveau de la langue et de la pensée et ça peut se volatiliser comme point de vue. Moi, c'est la vie. C'est différent. Déjà, moi, je n'ai pas de prénom. Parce que je suis africain, fier de moi-même. Vous voyez? Merci. Et je termine en disant, regardez, hein, je vais vous citer des noms. Ali Omar Bongo. Ali, musulman. On arrive ici, on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4. Hein? Félix Antoine, chrétien. On arrive d'où ça vient tous ces termes. Hein? On a ceci. Emmanuel Macron, terminé. Jacques Chirac, terminé. François Mitterrand, terminé. De quel droit il nous impose des prénoms? On domine quelqu'un en lui attribuant un nom. C'est comme un chien qui circule ici. Milou, Milou, on l'a dominé. On domine un être avec un nom. Même nos enfants, nous le mettons au monde, il s'appelle Lobola. Il va, Lobola, présent, il revient. Vers vous pour sur cette question. Nous repassons à M. Yamba Yamba. Vous réclamez de quelle religion, de quelle spiritualité? Seriez-vous un sorcier? Merci. Je vous ai dit qu'il y a eu des pièges. Peut-être que vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit la religion. La religion, c'est une organisation. La religion, ce n'est pas un dieu. Des hommes et des femmes qui s'organisent, ils disent, nous allons attraper les gens, les relier à ce que nous voulons en termes de philosophie. Je vous ai dit que le deuxième piège, c'était l'école. Troisième piège, ce sont les institutions que nous avons importées. Quatrième piège, ce sont les médias. Et cinquième piège, ce sont les écoles ésotériques, la maçonnerie, les incancrans, la Rosicruciens, les Tempéliers, etc. Ce sont des écoles où on nous apprivatise dans les réseaux spirituels. Mais nous avons quand même une spiritualité africaine. Nous étions un seul pays. Il n'y a plus de consensus et de différences. Et nous sommes dans la logique de la restauration de la spiritualité authentique. Alors vous me posez la question. Quand vous êtes venu ici, c'est le dimanche, non? Vous m'avez trouvé quelque part. J'ai parlé avec les ancêtres ici, j'ai parlé. Je suis là. Mon cher, il faut arrêter ça. Les jours, quelqu'un, Solomon, Alinganga, paix à son âme, disait que les jours où ceux qui ont donné confiance à Mobutu les connaîtraient enfants, ils vont regretter tout le temps qu'ils ont fait avec lui. Je voudrais également vous dire que les jours où vous comprendrez
la domination spirituelle de ceux qui sont venus véritablement nous assujettir, vous allez regretter tout le temps que vous faites des gènes de chaque jour, pour rien. Vous parlez de la sorcellerie. Mais écoutez, Koko Kadiombo a mieux parlé. La sorcellerie, écoute, Nathan, à l'âge de 10 ans, il est devenu savant. Vous allez me dire qu'il a été à l'université. Nathan. Regarde, aux États-Unis aujourd'hui, dans les rangs de militaires, il y a ce qu'on appelle des mentalistes. Des gens, quand ils se concentrent, ils savent qu'en ville, il y a ceci, il y a ceci, on peut vous bombarder. Et on a pointé Kadiombo, et c'est Kadiombo qui meurt. Vous allez dire c'est la sorcellerie. Quand, par exemple, les Coréens vont à 200 millions de kilomètres pour découvrir d'autres planètes, vous croyez que c'est la sorcellerie? Mais oui, la sorcellerie, il faut en avoir. Quand on a eu peur de nos sorciers, regardez, moi, chez moi, c'est au Sankourou, là. Mais quand je suis allé lors des élections, il y a mon frère qui m'a dit, mais nous, on vient vous visiter la nuit là-bas. Moi, je dis, ah bon? Et il vient, et à quelle vitesse? Et il fait 4 allers-retours 4 fois. Quelle vitesse? Mais si on pouvait vraiment construire un avion. Et même parce qu'ils sont venus, ils nous ont dit que voilà, tout ce que vous avez là, c'est de la sorcellerie, c'est diable, c'est diabolique, etc. Il faut perdre tout ça. J'étais avec un ami français. On est arrivé à Inongo. Et on a trouvé un prophète qui est en train d'arracher tout ce que les ancêtres ont reçu, ont laissé. Et mon ami me dit, non, mais comment vous pouvez accepter que nous avons tout pris? Vous allez au musée de Tervuren, vous allez tout trouver. Mais ça, ce sont les ancêtres. Vous allez rester avec quoi? Et des aventuriers vont continuer à vous arracher tout. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, cher ami. À Luboutou, sur la ligne, vous allez vers Bukavu. J'ai trouvé un guérisseur traditionnel qui était en train d'opérer les gens, de faire des interventions chirurgicales avec une machette. Et quand il fait une intervention chirurgicale, la personne est cicatrisée le même jour. Et le deuxième jour, il s'en va à la maison, tout cicatrisé. Je viens, je fais une conférence à Kisangani à l'université. Je demande aux pharmaciens, je demande aux médecins, allez voir la technologie là-bas. C'est la sorcellerie. Eh bien, écoute quand même, la sorcellerie. Nous avons eu notre chef coutumier qui est mort ici. Et les ancêtres réclamaient que son corps, son esprit rentre. On l'a enterré ici à Kimweza. Pendant 6 ans, les gens, il n'y avait pas de pluie. Parce que l'esprit réclamait de rentrer. On a cotisé l'argent, on l'a ramené. On a fait des incantations pour que lui puisse véritablement, les esprits puissent être contents. Le matin, les gens vont en forêt. D'abord, il a plu. Et les gens ont ramené des gibiers. S'il vous plaît, c'est la sorcellerie, ça. C'est tuer les gens, ça. Même chez les Blancs, il y a des magères d'hommes. Il y a des gens qui font couler du sang. Mais tout ce qui est positif pour nous a été considéré. On me dit non, la coutume, c'est la sorcellerie. Arrêtez, il y a une sorcellerie positive. Et mon frère Kadiombo vous l'a démonté. On appelle, on crée un téléphone. Vous appelez aux États-Unis. Dites, mais écoute, téléphone. Et vous appelez quelqu'un aux États-Unis. Ce n'est pas la sorcellerie. Enyele sort de l'Équateur. Il prend un petit bâton. Il appelle les gens à Kinshasa avec son petit bâton. On dit, c'est la sorcellerie. Alors finalement, on est allé dans la recherche pour savoir de quelle manière il utilise ce bâton. Et ce bâton a des énergies qui libèrent pour justement faire passer le message. Rien du tout. Et on est resté. Et c'est là justement que je continue à dire que nous sommes des abrutis fondationnels. Si nous avions une fondation, nous ne serions pas véritablement des perroquets. On parle français. 2 fois, 50 fois docteur. Et regardez, je termine par là, cher ami Kadiombo. Il y a eu Ebola ici. Et quand il y a Ebola, on a besoin. Vous savez que Dieu, comme il est là, il est juste. Chaque espace, il a donné des problèmes et des réponses par rapport à chaque espace. S'il y a une maladie qui naît dans un environnement, Dieu est tellement puissant qu'il a doté cet environnement des plantes qui ont des vertus de traiter cette maladie. Mais Ebola est arrivé. Parce que nos médecins, nos pharmaciens, nos infirmiers sont formés comme des perroquets, ils n'ont pas de fondation. Ils ne sont pas en contact avec nos esprits qui sont dans la forêt, où il y a des plantes effectivement qui peuvent traiter Ebola. Ils font quoi? Ils amènent les Américains, ils amènent les Belges, et c'est tous qui se mobilisent. Mais il n'y a personne pour entrer dans notre forêt pour dire telle feuille
peut servir à quelque chose et il expérimente et donne des résultats. Et comme on n'a pas de fondation, comme on a été formés comme des abrutis, des petits perroquets, on répète, et si la théorie là ne donne pas de résultats, finalement on n'a pas de solution. Et pourtant, lorsqu'on est à la spiritualité, on est en connexion. On peut même être inspiré la nuit, vous dormez, on vous dit, papa, Kende à telle place, on reçoit Kassa, pour ça la maladie est aussi là. Mais là, c'est la sorcellerie. Mais il faut arrêter des conneries. Ce sont des ragots qui ont véritablement bloqué le développement de l'Afrique. Et nous, aujourd'hui, nous sommes déterminés de nous battre comme un seul homme, justement pour que véritablement nous puissions donner des résultats. Nous saluons naturellement le fait que le président de la République s'est déclaré panafricaniste et nous croyons qu'avec lui, nous allons véritablement pousser à une organisation qui nous permette véritablement de restaurer notre conscience historique, de rétablir notre identité culturelle, de construire notre spiritualité authentique. C'est sur cette voie-là que nous allons véritablement relever le vrai défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci, Monsieur Yamba Yamba. Il nous reste quelques minutes. Monsieur Kadiombo, votre dernier mot sur cet échange. Il faut comprendre que les temps sont très durs et pressés. On ne peut pas se prévaloir quelque chose au monde sans identité initiale. Pas les initiales de lettres. Hein. Okay. L'identité, ça fait la personnalité. Moi, je ne comprends pas comment les gens ne sont pas à même de comprendre que ce qu'on nous a dit était des conneries. Tout ce qu'on vous a dit qui était sorcellerie et machin, l'église supposée qu'on a mise en place par tous ces gens-là, ont commencé à opérer plus que cette sorcellerie que vous craignez. Quelqu'un qui est là, oh non, au nom de Jésus, on te sort un serpent. C'est très bien. Et même on prêche, oh le serpent de Moïse est venu, il a mangé tous les serpents. Mais de qui? Oh des sorciers. Les serpents de Moïse, c'est le serpent de Dieu. Les serpents des autres, non, c'est le serpent du diable. Voilà comment un noir, il s'aimait, il réfléchit comme ça et il accepte. Aujourd'hui, l'église, c'est chaque jour et on finit par l'argent. Non, c'est bon. Aujourd'hui, il y a même de ces pasteurs qui vous disent « J'ai fait avec toi l'amour pour te transmettre la vie parce qu'Élisée qui était en contact avec un mort, il a été ressuscité. » On accepte. Alors, en des termes beaucoup plus clairs, nous allons foncer. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Les Congolais, les Noirs ont peur seulement du changement. N'ayez peur de rien. Allez-y, changez et ça va aller. C'est comme ça que le blanc avait changé pour être à l'aise. Identité culturelle, on aura retenu de Kokoka Diomo. On revient vers M. Yamba Yamba. Votre mot pour clore ce numéro. Toute crise a toujours été un amour du progrès. Il n'y a pas de développement sans crise. Et notre crise a beaucoup perduré. Ça fait 5 à 6 siècles aujourd'hui que nous avons tout perdu. Nous avons même perdu l'espoir. Dieu merci à tous ceux qui, de loin ou de près, se sont investis pour rechercher des causes profondes de ce qui représente notre situation. Coup de chapeau à son éminence, Simon Kimbangu. Coup de chapeau à maman Yaya Kimpamvita. Coup de chapeau à Patrice Lumumba. Coup de chapeau à Kwame Nkrumah. Modibo Keïta, coup de chapeau à Mbouta Kasavubu, qui finalement, c'est vrai, a adopté, mais quand même a commencé par véritablement ces génies. Tous nos ancêtres qui ont crié et qui ont sauvegardé tous nos espaces pendant des millénaires, sans que nous disparaissions, sans qu'on soit en contact avec qui que ce soit, que tous ces ancêtres-là nous écoutent. Nous prenons l'option, et ce n'est pas si facile, l'option de rechercher des causes profondes. Et la première cause profonde, c'est que nous avons perdu notre spiritualité à cause des règles de religion, qui nous a rendus tous des abrutis, des fainéants, où on doit passer tout son temps à l'église. On n'a pas le temps de travailler, soit en disant que ça va tomber. Non! Même celui-là dont on a parlé, que celui, le Dieu de Dieu, il a dit que c'est le sueur de ton front que tu gagneras ton pain.
Mais écoutez, il ne faut pas remettre en question tous les enseignements quand même. Merci. Nous avons intention aujourd'hui que nos chefs, en commençant par le chef de l'État, et tous les différents instances subalternes, soient véritablement ligués pour qu'on cherche des causes profondes, des réconciliations avec nos ancêtres, qui est le sel sali pour le développement de l'Afrique. Identité culturelle d'une part et réconciliation avec les ancêtres. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention.